Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 10 livres qui ont été publiés dans le premier semestre de l'année. Je vais vous donner mon avis et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire lesquels valent vraiment la peine. Donc, on commence tout de suite par Le Cercle des héros anonymes, écrit par Pedro Correa et publié aux éditions Verso. Alors ici, c'est un roman choral dans lequel on va retrouver plusieurs personnages, entre autres David qui est étudiant et qui va faire la rencontre de son professeur Louis qui va ensuite devenir son mentor et qui va aussi lui proposer de le rejoindre dans une espèce de cercle secret qui a pour but de faire basculer le monde. On a aussi le personnage d'Elsa, qui est une femme de ménage qui tente de fuir son passé. Donc, il y a beaucoup de mystères autour du personnage, autour du passé d'Elsa. Et un jour, ils vont former une union ensemble, Elsa et David. On va aussi avoir le personnage d'Eric, qui est le méchant dans l'histoire. Donc, Eric tente de pourchasser David. Alors voilà, on va nous raconter tout ça qui va nous mener finalement à une espèce de course-poursuite. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup aimé la construction de cette histoire, de ce roman. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on est dans un roman choral, donc à chaque chapitre, on change de personnage. Et c'est vraiment long avant qu'on finisse par faire des liens entre les divers personnages, ce qui fait que j'étais un peu dans cet état de où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Tu sais, à chaque chapitre, je me dis, OK, on nous apprend telle et telle chose sur Elsa, telle et telle chose sur David, telle et telle chose sur Eric, et même d'autres personnages. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le rapport de tout ça avec ça? Donc, c'est vraiment long là, avant qu'il y ait des liens qui se fassent. Et non seulement ça, mais le pire, c'est que c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème pour moi, ça a été le fait que l'auteur ne développe vraiment pas beaucoup ce qu'est ce fameux cercle secret pour lequel David va travailler. Tu sais, j'ai fermé le livre puis je me suis dit, ouais, mais finalement, je ne sais pas trop c'était quoi, ce foutu cercle secret-là, puis c'était quoi leur but, puis comment ça a été formé, puis pourquoi Eric, finalement, il tentait tant de pourchasser David. En fait, je vous dis ça, c'est pas vrai, là. Il nous le dit, l'auteur nous le dit quand même, là, mais j'ai vraiment trouvé qu'il développait pas assez là-dessus. Si vous êtes un lecteur qui n'avait pas besoin de connaître les pourquoi et les comment, ben pourquoi pas le tenter? C'est un roman dans lequel il y a de l'action, il se passe toujours quelque chose, ça se lit franchement bien, mais je peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai quand même terminé ce livre avec une déception, malheureusement. Ensuite, j'ai lu le tout nouveau roman de R.J. Ellory, Everglades, aux éditions Sonatine. Dans ce roman, on est en 1976 avec Nelson Garrett, qui est shérif de la Floride. Et suite à une arrestation qui va mal tourner, Nelson va être blessé. Et suite à cette blessure, il ne pourra plus jamais effectuer son métier de shérif. Et là, il va faire la rencontre de Anna, qui est son infirmière qui tente justement de l'aider dans sa guérison. Et Anna, son père et son frère travaillent dans ce gros pénitencier situé au milieu des Everglades, d'où le titre. Fait qu'Anna va proposer à Nelson d'aller travailler dans cette grosse prison très, très sécuritaire. Et effectivement, Nelson va aller y travailler. C'est, comme je vous dis, une prison très sécuritaire et pourtant, il va y avoir des événements plutôt inattendus, donc un étrange suicide, une évasion de quelques pénitenciers. Et donc, Nelson va tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette prison. Alors, c'est un roman, je vous l'avais déjà dit pour son roman précédent parce que j'avais lu, voyons, c'était quoi le titre? Au nord de la frontière, si je me souviens bien, l'année passée. Puis d'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous parlais des sorties poches. Je trouve que R.J. Ellory, c'est pas l'auteur que je vous recommande si vous avez envie d'un thriller page-turner. Tu sais, des fois, on a envie d'un thriller là, intriguant, palpitant, dans lequel on a toujours envie de tourner les pages. C'est pas nécessairement le cas avec ce livre. Tu sais, c'est pas un livre que j'ai trouvé extrêmement palpitant.
Et là, j'ai l'air négative quand je vous dis ça, et pourtant, non, j'ai adoré ce roman. Je vous dirais qu'il faut plus le prendre comme un roman noir dans lequel on soulève justement des réflexions, entre autres sur la peine de mort, donc à savoir, est-ce qu'on devrait abolir ou non la peine de mort? Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas non plus moralisateur, on nous donne pas nécessairement les réponses, tu sais, c'est vraiment juste, on nous apporte des belles réflexions. Et ce que j'aime aussi avec cet auteur, c'est qu'il en fait pas trop. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas l'impression de lire un thriller quand je lis R.J. Ellory, parce qu'il en met pas trop. Ces personnages sont tellement humains. J'ai adoré tous les personnages de ce roman. C'est des personnages qui sont loin d'être parfaits, mais qui, justement, sont humains, sont vrais. Donc voilà, si vous aimez les romans noirs, c'est clairement un roman que je vous recommande. Puis si en plus vous aimez ça quand on est dans le milieu carcéral, ben vous allez être servi avec ce beau roman. Ensuite, j'ai lu Toutes les vies de Théo de Nathalie Azoulay, publié aux éditions POL. Alors ici, on est avec un couple qui sont ensemble depuis plus de 25 ans. Théo et Léa. Léa, elle est juive et en fait, la situation politique internationale va venir mettre beaucoup de tension dans ce couple, justement parce que Théo, il comprend plus sa femme, il comprend pas ses réactions face entre autres à la situation en Israël. C'est comme si un peu il la connaissait plus, sa femme. Et là, ben, il va faire la rencontre de Maya, qui, elle, est une artiste libanaise. Et Maya va faire voir à Théo le Proche-Orient sous un nouveau regard, en fait. Puis, ben là, il va tomber amoureux de Maya. C'est un roman... je suis triste parce que j'ai cette impression ben, pas juste une impression... J'ai eu de la difficulté à comprendre ce roman. Tu sais, dans ce roman, on montre les répercussions du 7 octobre 2023, donc l'attaque du Hamas contre Israël, et on voit les répercussions que ça a pu avoir dans des familles où il y avait justement des gens de plusieurs religions, plusieurs nationalités. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que la mère de Théo, elle, est d'origine allemande, puis elle a toujours vu Léa, qui est juive, je vous le rappelle, un peu comme une possibilité de réparer les erreurs du passé, tu sais. Donc, dans ce roman, on a vraiment toutes les questions de l'identité, du poids des générations qui nous précèdent. Et tu sais, quand je vous dis que j'ai pas tout compris, j'ai l'impression que peut-être c'était tellement loin de moi. Tu sais, moi, ça ressemble pas du tout à ma vie et je n'ai pas ces enjeux au quotidien. Donc, on dirait que j'avais toujours un peu de difficulté à comprendre les préoccupations et les réactions des personnages. Donc, je suis certaine que je suis passée à côté de plein de subtilités dans ce roman. Fait que voilà, si les sujets vous intéressent, je vous recommande ce livre. C'est vraiment très bien écrit. Mais malheureusement pour moi, je suis un peu beaucoup passée à côté. Ensuite, j'ai lu Les lendemains qui chantent de Arnaldur Indridason, publié chez Métellier. Alors, dans ce roman, on retrouve notre policier à la retraite qui s'appelle Conrad. Et là, il y a plein de mystères autour de Conrad. Il va vraiment enquêter sur plein de trucs différents. Donc, entre autres, un teinturier qui va disparaître sans aucune raison et qui va laisser son fils sans famille et sans protection. On a aussi un conducteur qui va s'engager sur un glacier et va disparaître par la suite. Et là, ben, je vais vous épargner, je ne vous raconterai pas tous les mystères qui entourent Conrad, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ça va le mener à l'existence de réseaux d'espionnage russes en Islande dans les années 60. Alors, ouf! Alors, encore une fois, ça a été une lecture vraiment difficile pour moi. En fait, je vous explique parce que c'est pas que ce roman est mauvais, loin de là.
Mais ce roman, c'est le 6e tome des Enquêtes de Conrad. C'est quelque chose que je fais souvent, moi, vous savez, les séries de romans policiers dans lesquels on a un enquêteur récurrent. Voyons, j'ai une poussière dans la gorge. Donc, c'est quelque chose que je fais souvent. Moi, je les lis dans le désordre, j'arrive en plein milieu, puis c'est rarement quelque chose qui me dérange. Mais j'avoue que dans ce cas-ci, je pense que c'est nécessaire de lire les 5 autres tomes parce que il y a vraiment tout au long du roman, là, constamment, l'auteur revient sur des éléments du passé de Conrad. J'imagine que c'est des trucs qu'on avait vus dans les romans précédents. Et tout ça est comme inséré, mélangé dans les enquêtes. Et en plus, il y en a comme plusieurs d'enquêtes, comme je vous disais. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs couches. Et là, non seulement ça, mais en plus, j'ai bien compris que l'auteur, à travers son histoire, tentait de nous donner des informations, des renseignements sur son pays, l'Islande, ce qui est très intéressant, mais pour moi, disons que ça ajoutait comme une couche de plus. Fait que finalement, j'étais un peu perdue à travers tout ça. Comme je vous dis, ce roman est loin d'être mauvais. D'ailleurs, moi, j'ai très envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. J'ai adoré son écriture, j'ai adoré, c'est un roman très, très noir et très dense. Je le sais que j'aurais pu apprécier ce roman, mais malheureusement, j'ai fait l'erreur dans ce cas-ci de ne pas avoir lu les 5 autres tomes. Donc, finalement, ma recommandation, c'est de, lisez ce livre, mais lisez les 5 autres livres avant. Ça va vous épargner d'être complètement mélangé, tout comme je l'ai été. Finalement, là, j'allais dire la surprise de cette vidéo, je peux pas dire encore parce que j'ai pas lu les 5 autres romans encore dont je vais revenir vous parler dans le 2e segment de cette vidéo. Mais pour l'instant, sur les 5 livres que j'ai lus, c'est ma plus grosse surprise. Et quand je dis surprise, c'est une surprise parce que c'est un genre que je lis pas du tout, ou en tout cas très, très, très rarement parce que tout simplement, c'est un genre qui m'attire pas. Et jusqu'à maintenant, tous les romans que j'avais lus dans ce genre, je les avais tous pas aimés. Mais là, Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher, publié aux éditions Verso. Eh ben, tabarouette, c'est le premier roman de fantasy que j'aime dans ma vie. Et pas qu'un peu, là. Je l'ai pas juste un peu aimé, là. Je l'ai vraiment adoré. Fait que la madame va peut-être tenter d'autres livres de fantasy. Qui sait? Donc, dans ce roman, on est avec Mara. Mara, c'est la 3e fille En fait, c'est une princesse. Elle vit dans un tout petit royaume. Et sa plus vieille sœur, donc la première, va marier le prince Vorling, qui lui est d'un beaucoup plus gros royaume. Et d'ailleurs, cette alliance entre les 2 royaumes fait ben plaisir aux parents de Mara. Mais là, malheureusement, sa plus grande sœur va mourir. Et c'est un peu mystérieux, on ne comprend pas exactement pourquoi, comment elle est morte, mais suite à ça, c'est la 2e sœur qui va devoir épouser le prince Vorling. Et là, Mara va découvrir qu'en fait, le prince Vorling, c'est un être cruel et violent. Et donc, c'est pour cette raison que Mara va vouloir aller tuer le prince. Et pour ce faire, elle va recruter des alliés. Et c'est là que vous allez voir les touches de fantasy dans tout ça. Donc, ces alliés, ça va être une sorcière, un chevalier et une fée. Donc, c'est drôle parce que je vous dis le résumé, là, puis dans ma tête, je me dis, my God, que c'est tellement pas mon genre de livre habituellement. D'ailleurs, je pense que si j'avais vu un autre chroniqueur en parler puis vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis, là, j'aurais fait « OK, au suivant, ça, c'est pas mon genre pantoute ». Comme quoi, des fois, faut tenter, même quand on n'est pas dans des sentiers connus. Alors, pourquoi j'ai tant aimé ce livre? Ben, premièrement, je trouve que l'autrice prend vraiment, mais vraiment le temps de tout nous raconter, le contexte de cette famille, de ces royaumes, prend vraiment le temps de nous présenter ce personnage Mara que j'ai énormément aimé. Et là, tu sais, quand je vous dis qu'elle prend le temps, le roman commence, c'est une jeune fille
Et quand on arrive à cette fameuse mission de vouloir tuer le prince, si je me trompe pas, elle est genre rendue à 30 ans, là. Donc, tu sais, on en a long là, avant qu'on tombe vraiment dans cette mission d'aller tuer le prince. Je vous dirais même que c'est pas mal la moitié du livre où on est avec Mara. Et voilà, c'est sûr que si vous aimez les romans de fantasy dans lesquels on a de l'action d'un bout à l'autre, peut-être que vous l'apprécierez pas autant que moi. Mais moi, vraiment, là, je me suis sentie... j'ai trouvé que c'était extrêmement immersif, extrêmement envoûtant et je trouvais le personnage de Mara passionnant. Et là, suite à ça, quand on arrive à la moitié du livre où justement il s'en va chercher ses fameux alliés pour pouvoir aller tuer le prince, oh mais quel personnage savoureux! Ils sont tous savoureux. C'est tous des personnages là, très ordinaires. Tu sais, genre, on n'aurait pas parié grand-chose sur ces personnages-là, si on les prend individuellement, là, on n'aurait pas parié grand-chose pour qu'ils soient capables d'aller tuer le prince Vorling. Mais ensemble, quand on met leurs forces en commun, ensemble, ils forment une super alliance. Et il y a beaucoup de petites pointes, petites touches d'humour dans ce roman que j'ai adoré aussi. Pas... Évidemment, vous ne serez pas crampés, c'est pas un roman humoristique, mais vraiment des belles petites touches d'humour qui font sourire. J'ai adoré ce livre d'un bout à l'autre, donc voilà, j'allais dire, si vous aimez le fantasy, je vous le recommande, mais si vous aimez pas le fantasy, je vous le recommande aussi parce que c'était mon cas, donc... Donc, ben voilà qui termine ce premier segment. Je vous reviens dans quelques secondes avec 5 autres romans. Je suis de retour et je poursuis tout de suite. Mon Dieu, excusez-moi, j'avais pas préparé mes livres. Je poursuis tout de suite avec Les Dormeurs de Nauru, écrit par Julie Etu et publié aux éditions Druide. Alors, dans ce roman, on est avec le personnage de Eiji qui habitait sur une île du Pacifique qu'on appelle Nauru. Elle a quitté son île il y a de ça 6 ans pour aller à Montréal, étudier à l'Université de Montréal en neuropsychologie. Et son objectif principal, en fait, c'est de trouver le remède à un étrange syndrome qu'on appelle le syndrome de résignation, dont souffre son amoureux, son ami de toujours, Costa. Alors, ce syndrome en question, je vous dirais que c'est une espèce de... c'est une maladie qui plonge le patient dans un sommeil profond. Donc, finalement, les patients ont un peu l'air d'être dans le coma. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est un syndrome dont sont principalement atteints les migrants qui habitent à Nauru. Et donc, voilà, Eiji va retourner sur l'île et va effectuer un stage dans le cadre de ses études. Elle va aller travailler au laboratoire. Puis là, elle va se rendre compte que la situation ne va pas mieux et même qu'elle est peut-être pire. Donc, elle voit tout ce qu'ils font aux migrants de Nauru parce qu'on effectue des tests sur eux. Et bref, elle va vouloir changer tout ça. C'est un roman, je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel avec ce roman, mais malheureusement, j'ai trouvé que ça n'avait pas été exploité à son plein potentiel. Je pense que l'autrice voulait mettre de l'avant plusieurs sujets très actuels, le racisme, une épidémie, elle va même emmener parfois des sujets écologiques et tout ça était bien intéressant, mais moi j'ai trouvé qu'on les avait pas assez développés, on les avait pas assez approfondis pour qu'ils puissent avoir les impacts qu'on souhaitait avoir, je pense, avec ce roman. Finalement, au final, là, moi, j'ai trouvé que ce roman, c'était l'histoire d'un couple, donc l'histoire du couple de Eiji et Christopher, donc je pense qu'on le mentionne même pas en 4e de couverture, et pourtant, je vous le dis, j'ai trouvé que c'était le sujet principal de ce roman. Christopher, un gars que Eiji va rencontrer à Montréal, et donc on va nous raconter l'évolution de ce couple dans un contexte très particulier, mais il reste que, vraiment, là, c'est l'histoire de ce couple. C'est pas
J'ai aimé l'histoire de ce couple, j'ai aimé suivre leur évolution. C'est pas un roman que j'ai trouvé ennuyant à lire. Au contraire, j'ai bien aimé ma lecture. C'est juste que j'ai trouvé qu'on était un peu loin de ce qu'on nous vendait en quatrième de couverture, ou en tout cas, loin des attentes que moi, personnellement, j'en avais. Donc voilà, mais quand même un roman que j'ai pris plaisir à lire. Ensuite, je me suis tournée vers une romance, How to End a Love Story, écrit par Yulin Kwang et publié aux éditions Verso. Alors ici, on est avec le personnage de Hélène qui a écrit un roman à succès et son roman va être adapté en série télévisée. Et donc, elle va être engagée pour participer à la, comment on appelle ça, à la salle d'écriture avec tous les autres, tous les scénaristes en fait, qui ont été engagés pour adapter son roman en série télé. Et parmi ces scénaristes, il y a Grant, un homme avec qui elle allait à l'école lorsqu'elle était jeune. Elle n'avait pas créé de lien avec ce gars-là en question, mais Grant était impliqué dans un tragique accident qui a bouleversé la famille de Hélène. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une romance, vous vous en douterez bien, il va y avoir des petites étincelles qui vont naître entre Hélène et Grant. Alors, c'est un roman, j'ai pas vraiment aimé le début, j'ai pas vraiment aimé la fin, mais j'ai adoré le milieu. Alors, le début, si je l'ai pas aimé, c'est parce que on est dans un haters to lovers, donc au départ, nos deux personnages se détestent, mais ils vont finir par s'aimer. Et les raisons pour lesquelles ils se détestaient, en fait, les raisons pour lesquelles Hélène détestait Grant, je trouvais que c'était une totale injustice. Je vous en dis pas plus parce que vous allez le découvrir en le lisant, mais tu sais, j'étais irritée, ça me frustrait parce que je trouvais ça tellement pas juste. Donc voilà. D'ailleurs, je m'étais dit, si c'est ça jusqu'à la moitié du livre, je suis pas sûre que je vais être capable de le supporter. Mais finalement, la portion haters, tu sais, des fois dans les haters to lovers, t'es quasiment 3/4 du livre où les personnages se détestent. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas long. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été grave au final. Et la fin, c'est comme toujours avec les romances, arrive ce moment où les deux personnages ah non, ça ne peut plus continuer, on va devoir se laisser, ce n'est pas possible. Puis là, tu es obligé de te taper 50-100 pages avec les personnages qui sont tristes de ne plus être ensemble, en sachant très bien qu'ils vont finir par revenir ensemble, tu sais. Ça m'énerve. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle je lis peu de romances, parce que j'aime les romances, mais ça, là, ça me fait lever les yeux au ciel. mais voilà, je me répète, j'ai adoré le milieu. C'était une très bonne romance. Si vous aimez les romances avec beaucoup de passages épicé et croustillant, il y en a pas mal, et juste parfait à mon goût, là, tu sais, c'était pas trop cru, c'était juste assez de détails pour que ce soit, justement, pour que ce soit croustillant. Donc, vraiment, si vous cherchez une romance pour l'été, je vous dirais pas qu'elle se démarque des autres romances que j'ai pu lire, mais elle fonctionne totalement. Ensuite, j'ai lu 2 thrillers et même si les deux n'ont aucun rapport ensemble, je vais un peu vous en parler en même temps parce que mon avis se ressemble beaucoup dans les deux cas. Alors, j'ai d'abord lu le roman de Marceau Miller, écrit par Marceau Miller, mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est un auteur anonyme et c'est publié aux éditions de La Martinière. Alors, dans ce roman, Marceau Miller, on le sait dès les premières pages, il meurt et Marceau Miller, c'était un auteur à succès et c'est aussi un homme qui était hanté par le souvenir de sa sœur qui était disparue il y a de ça 20 ans. Et donc là, on va suivre le personnage, sa femme en fait, Sarah, ainsi que d'autres personnages qui vont tenter de comprendre les nombreux mystères autour de Marceau Miller, mais aussi autour de la disparition de sa sœur. L'autre thriller que j'ai lu, c'est Où tu seras reine de Christelle Duchamp et publié aux éditions Verso. Alors ici, on est avec Maude qui a 25 ans et Maude, elle entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Mais là, à un moment donné, sa psychiatre va lui dire « Là, Maude, là, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu prennes tes distances avec ta mère parce que
tu peux pas t'épanouir dans cette relation, ça n'a pas de bon sens. Fait que Maude va effectivement tenter de prendre ses distances de sa mère. Puis c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, sa mère va l'appeler. Puis là, Maude, elle va dire non, là, faut pas que je réponde. Et là, je pense que c'est quelques jours plus tard, elle va écouter le message que sa mère lui avait laissé. Et ce message en question, c'est « Je l'ai tué ». Alors là, ben Maude, elle s'en va retrouver sa mère à sa maison d'enfance. Et là, ben, ça va être l'occasion justement de retourner dans le passé et de comprendre le passé de Maude et de sa mère ainsi que leur relation spéciale. Alors, si je vous en parle en même temps, c'est que dans les deux cas, j'ai trouvé que l'intrigue fonctionnait, c'est-à-dire que dès le départ, dès les premières pages, j'avais cette envie de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. J'avais envie de tourner les pages et j'avais hâte d'arriver à la fin pour avoir toutes les réponses. Le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'autre que ça. C'est-à-dire que oui, c'est le fun d'avoir une intrigue qui fonctionne, mais en tout cas, moi personnellement, ça me prend quelque chose de plus. Et dans les deux cas, j'ai trouvé que les personnages ne m'intéressaient pas vraiment. Donc voilà, j'avais vraiment juste l'intrigue du départ qui faisait en sorte que je voulais poursuivre ma lecture. J'avais pas vraiment rien d'autre. Il faut dire que dans celui-ci, j'ai eu aussi un petit peu de difficulté à y croire. Tu sais, déjà, dès le départ, là, la première page, c'est écrit au jeu. C'est comme un peu Marceau Miller qui nous parle. Et il nous dit « Je suis en train de mourir, je suis en train de tomber d'une falaise. » tu sais. Puis là, déjà en partant, je sais que des fois, il faut mettre notre cerveau à off, là, puis c'est bien correct, je suis capable, là, mais on dirait que dès le départ, là, je me disais « Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là à me dire que tu es en train de mourir? C'est comme pas possible, là. » Mais tu sais, si ce n'était que ça, mais tout le reste, là, il y avait un petit côté un peu scénario hollywoodien, là, fait que j'ai eu un peu de difficulté à y croire. Et pour celui-ci, j'ai trouvé que au début, là, c'était redondant. Là, les 150 premières pages, là, je trouvais qu'on était constamment dans ah, je suis malade, ah, je me sens coupable, ah, c'est de ma faute, si j'avais pas pris mes distances, ma mère n'aurait pas fait, n'aurait pas, blabla. Je trouvais qu'on tournait en rond, là, donc voilà. C'est pas des thrillers mauvais, loin de là, mais pour moi, en tout cas, c'était des thrillers moyens. Bon, si je dois être honnête. Voilà. Et là, je termine cette vidéo avec un roman. Le fun que j'ai eu à lire ce livre-là, oh my God, pas possible. Comme j'ai eu du fun. Là, attention, si vous voulez de la grande littérature, si vous voulez une plume super poétique, on n'est pas là. C'est pas le roman que je vous recommande. Mais si vous voulez un roman pour avoir juste du fun, rien que du fun, eh bien, vous allez en avoir avec Strange Pictures de Uketsu, publié aux éditions Seuil. Alors, la 4e de couverture ne nous dit pas grand-chose et savez-vous quoi, je suis d'accord. Parce que j'étais tellement contente de lire ce roman en ne sachant rien, fait que je vous dirai vraiment pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que 4 chapitres. Dans chacun des chapitres, il y a une intrigue, une énigme qui repose la plupart du temps sur des dessins. On les voit, les dessins, là. Et on a aussi une grande intrigue qui englobe le tout. Fait que c'est pas un recueil de nouvelles, là. Mais voilà, je vous laisse, je veux vraiment pas en dire trop, je vous laisse le découvrir. Mais si je vous dis que c'était tellement fun, c'est que l'auteur réussit à nous faire embarquer avec les personnages. Je me sentais un peu comme dans les romans que je lisais quand j'étais jeune. Vous savez, les romans où on est le héros, là. Parce qu'en fait, j'avais cette impression de participer avec les personnages à tenter de résoudre l'énigme. Et quand je dis énigme, là, ce roman, on nous vend un thriller japonais / roman d'horreur. Je suis tout à fait d'accord, on a les codes du thriller, on a aussi certaines scènes horrifiques, mais on a aussi, et d'abord et avant tout, je vous dirais, un roman à énigme. Parce que, comme je vous dis, les personnages tentent de résoudre les énigmes par rapport au dessin. Et moi, là, j'étais avec eux à fond, là. Je tentais de comprendre et c'était
tellement palpitant, c'était tellement intriguant. Et ceux qui disent que lire, c'est plate à mort, là, je pense entre autres à mon fils de presque 14 ans, eh bien, lisez ce livre-là. Là. Non, vous ne pouvez pas dire après ça que la littérature, c'est plate. Je refuse. Quoique, bon, je me souviens que j'avais dit sur Goodreads, j'étais rendue genre à la page 200, puis j'avais dit je vais essayer de convaincre mon fils de le lire. Finalement, la dernière partie du livre, là, on a quand même de l'horreur. Je suis pas sûre finalement que je le recommanderais à un garçon de 13 ans. Mais d'ailleurs, la dernière partie du livre, c'est peut-être celle qui m'a un peu... Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je vous aurais parlé d'un méga coup de cœur. Mais la fin, je trouvais qu'au global, c'était peut-être pas assez... C'était un peu tiré par les cheveux. Tu sais, c'était peut-être pas 100% vraisemblable. Mais bon, là, ça n'enlève pas le fun que j'ai eu à lire ce roman. Donc, je vous le recommande fortement. Et là, ben d'ailleurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Si je n'avais à choisir que 2 romans parmi la sélection de 10 romans que j'avais fait pour cette vidéo, je vous dirais que mes 2 plus grosses recommandations, ce serait Nettle and Bone de T. Kingfisher, si vous avez envie d'un roman de fantasy dense, mais pas trop non plus, avec des personnages savoureux puis des petites pointes d'humour très agréables. Vraiment une super lecture. Et ben, si vous avez envie d'avoir du fun, Strange Pictures, de Uketsu, ça serait mon 2e choix. Donc voilà qui complète cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Et d'après moi, on va se retrouver déjà la semaine prochaine. Donc à bientôt. Bye!